Nous sommes en temps de guerre, les marchés ont réagi. Certains traders ont vu leur position fondre, tandis que d'autres ont vu exactement l'inverse se produire. La guerre ne détruit pas l'argent, elle le déplace. Et les traders qui comprennent où il va ne regardent pas les marchés baisser, ils regardent leur position monter. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment positionner son capital en temps de guerre. Ce conflit nous sert d'exemple, mais ce que je vais te donner s'applique à n'importe quel conflit. Cette vidéo est bien évidemment une analyse, pas un conseil financier. Tu es responsable de tes décisions. Le mécanisme, la rotation des capitaux. Quand une guerre éclate, pendant que tout le monde regarde les gros titres, les capitaux institutionnels se repositionnent silencieusement. Ce repositionnement suit une logique très prévisible. Pas parce que les institutionnels ont des informations secrètes, mais parce qu'ils appliquent un framework que l'histoire a validé à chaque conflit. Ce framework repose sur 3 phases. La première, le panic sell généralisé. Tout baisse, même ce qui n'a rien à voir avec le conflit. C'est la phase des erreurs. Ceux qui vendent dans la panique cèdent leur position à ceux qui savent ce qu'ils font. La deuxième phase, la discrimination. Le marché commence à séparer les vrais perdants des gagnants structurels. Et la troisième phase, la plus lucrative, c'est la rotation. Les capitaux se déplacent vers les secteurs qui bénéficient directement du conflit. Et ces moves durent des semaines, parfois même des mois. Le trader préparé ne réagit pas à la première phase, il l'a déjà anticipé. Il regarde la panique se dissiper et il exécute ce qu'il avait défini à l'avance. Les meilleurs trades d'une guerre se préparent avant la guerre. La défense, le secteur le plus prévisible. Quand une guerre commence, les gouvernements dépensent. Ce n'est pas une opinion, c'est mécanique. Les budgets de défense augmentent, les contrats s'accélèrent et cet argent va directement dans les carnets de commandes des grands contractants. Ce que ce conflit confirme, c'est que les titres de défense avaient déjà commencé à monter bien avant les premières frappes. Le secteur avait pris plus de 35% dans les 9 mois précédant le conflit. Le marché priçait la probabilité d'un engagement militaire depuis des mois. Le trader qui attend la une des journaux pour acheter la défense arrive après le move, pas au début. Ce qui rend ce secteur lisible, c'est la visibilité des revenus. Les grands contractants opèrent sur des contrats pluriannuels avec les gouvernements. Quand un budget de défense augmente, ce n'est pas du sentiment de marché, c'est du revenu futur garanti écrit dans un budget d'État. Le signal à surveiller, ce ne sont pas les prix des actions. Ce sont les annonces de contrats et les carnets de commandes. Le piège du timing tardif. La nuance critique. Acheter la défense, le jour des frappes, c'est presque toujours acheter au sommet de la prime géopolitique. Le move réel existe en amont, sur les signaux de tension qui précèdent le conflit. Une fois que les missiles partent, une grande partie de la hausse est déjà dans le prix. L'or. Pourquoi il chute alors que c'est une valeur refuge? L'or est la valeur refuge numéro 1 dans le monde, car il est physique, n'est contrôlé par aucun gouvernement, par aucune banque et ne peut pas être sanctionné. En temps de conflit et d'incertitude, les États, les institutions ainsi que les investisseurs se protègent dans l'or. Car si une économie tombe, tout l'argent investi dans cette économie se dilapidera avec elle. Tandis que l'argent investi dans l'or, lui, restera. Mais alors pourquoi depuis le début de la guerre, le prix de l'or ne fait que chuter? Il devrait exploser, non? Imagine si ça avait été le cas. Ça aurait été beaucoup trop simple, non? Les marchés financiers ont des mécanismes beaucoup plus complexes et je vais dès maintenant t'expliquer les rouages derrière l'or. Depuis le début de l'année 2026, nous avons les prémices d'une guerre au Moyen-Orient. Israël qui menace l'Iran, l'Iran qui menace Israël, les États-Unis qui négocient avec l'Iran concernant le nucléaire, les États-Unis qui déplacent leur armada militaire au Moyen-Orient. Et qu'a fait l'or pendant que tout ça se déroulait en coulisses? Il montait. Que dis-je? Il explosait. Il est passé des 4330 aux 5600 en janvier, a corrigé, puis est passé des 4400 aux 5420 du 1er au 28 février, date du début de la guerre. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que l'or avait déjà pricé la guerre. Les institutions, les États, les investisseurs intelligents ont acheté massivement de l'or lorsque les rumeurs de la guerre ont commencé à apparaître. C'est ce qu'on appelle « buy the rumor ». Puis dès que la guerre a été officielle, c'est à ce moment que tous les investisseurs retail se sont dit « Ok, maintenant il faut faire qu'acheter l'or ». Et ils ont acheté l'or dès l'ouverture des marchés financiers. Mais que s'est-il passé? L'or a littéralement chuté. Les institutions se sont servies de leurs demandes comme contrepartie pour vendre leurs positions, prendre des profits et pivoter vers une autre classe d'actifs. C'est ce qu'on appelle « sell the news ». La guerre au Moyen-Orient a un fort impact sur le prix de l'énergie car l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, lieu de passage de 20% du pétrole mondial. Si ce détroit est perturbé, alors une grande partie du pétrole mondial est bloquée, ce qui réduit l'offre, alors que la demande reste élevée. Depuis le début du conflit, le prix du pétrole explose. Il s'est même hissé au-dessus des 100 $ le baril. L'énergie est le cœur du système financier. Lorsque le prix de l'énergie explose, alors tout devient plus cher.
L'essence, le transport, la production industrielle, la consommation et donc l'inflation monte. Et lorsque l'inflation monte, les banques centrales ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt. Elles doivent maintenir des taux élevés pour combattre l'inflation. L'or, lui, c'est un actif qui ne rapporte aucun rendement. Donc lorsque les taux sont élevés, si les investisseurs ont le choix entre des obligations ou de l'or, tous les jours, ils choisiront les obligations. De plus, l'US dollar dont je vais parler juste après s'apprécie. Et sachant que l'or est indexé en dollars américains, si ce dernier s'apprécie, il met la pression sur l'or. Parce que plus le dollar est élevé, plus l'or coûte cher pour les investisseurs étrangers, ce qui réduit sa demande. Le dollar, le safe haven que tout le monde oublie. Et son paradoxe. On parle de l'or comme safe haven. On oublie souvent le dollar qui joue lui aussi ce rôle, mais d'une façon très différente et avec des conséquences que beaucoup de traders ne voient pas venir. Quand une crise éclate, les capitaux mondiaux se réfugient dans le dollar. Pas parce que l'économie américaine est particulièrement bien portante, mais parce que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, celle dans laquelle la plupart des échanges internationaux sont libellés. En période d'incertitude, tout le monde veut du liquide en dollars. Le DXY, l'indice qui mesure la force du dollar contre les autres grandes devises, est en train d'exploser, même pendant que les marchés américains sont en train de baisser. Mais le dollar fort dans ce contexte crée un paradoxe que peu de gens anticipent. Le pétrole est libellé en dollars. Quand le dollar monte, le pétrole devient plus cher pour tous les pays qui n'opèrent pas en dollars, ce qui représente la majorité des économies mondiales. Ça accélère donc l'inflation dans ces pays, force leurs banques centrales à défendre leur monnaie plutôt qu'à soutenir la croissance et crée des pressions sur les marchés émergents qui ont contracté des dettes en dollars. Et c'est là que la chaîne devient vraiment intéressante pour un trader. Pétrole qui monte, inflation qui repart, banques centrales qui ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt et économies qui ralentissent. Ce mécanisme ne se limite pas seulement aux États-Unis. Il se propage à l'ensemble de l'économie mondiale et il dure bien au-delà des combats eux-mêmes. Le trader qui comprend cette chaîne n'a pas besoin d'anticiper la prochaine frappe. Il sait que ses effets économiques sont déjà en cours, quelle que soit l'issue militaire. Plus le détroit d'Ormuz va rester bloqué, plus le prix de l'énergie va monter, plus l'inflation va monter, plus les banques centrales vont devoir maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu. Et donc, plus la croissance économique mondiale va ralentir. C'est mathématique. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mention spéciale aussi aux États-Unis qui abritent certaines des meilleures entreprises mondiales dans l'armement et la défense, ainsi qu'à leurs exportations de pétrole et de gaz qui font mécaniquement monter le dollar. L'énergie, trade binaire, piège majeur. L'énergie est l'actif le plus directement lié à ce conflit. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Quand ce détroit ferme, ce n'est plus une prime de risque abstraite, c'est une disruption physique immédiate. Le Brent a pris 13% à l'ouverture le jour de sa fermeture. Pas sur de la peur, sur une réalité logistique réelle. Le piège, c'est que ce trade est entièrement binaire. Une annonce de reprise du transit, une médiation, un cessez-le-feu et le pétrole peut corriger aussi vite qu'il est monté. Ce n'est pas un trade d'analyse fondamentale ou technique, c'est un trade d'information géopolitique. Et en matière d'information géopolitique, tu arriveras toujours après les institutions. Ce qui dure plus longtemps et se négocie mieux, ce sont les bénéficiaires indirects. Quand le gaz d'une région ne peut plus sortir, les fournisseurs alternatifs capturent cette demande. Ce type de move reflète un changement réel de flux commerciaux, pas juste une prime de peur. Et il prend plus de temps à se construire et à se défaire. Le piège des tankers. L'intuition dit, si le pétrole monte, les transporteurs maritimes de pétrole doivent en profiter. Eh bien, c'est faux. En cas de fermeture du détroit, les tankers ne peuvent plus traverser. Ils sont stationnaires. Leurs revenus s'effondrent exactement au moment où le prix du baril explose. C'est un des pièges les plus fréquents sur ce type d'événement. La tech de défense, le pilier que les analystes classiques ignorent. Il y a une dimension que la plupart des analystes sur le trading en temps de guerre oublient. La guerre moderne n'est plus seulement une guerre de hardware, c'est une guerre de renseignement artificiel, de ciblage algorithmique, de cybersécurité. Et le marché a commencé à pricer cette réalité. Les entreprises qui fournissent des plateformes d'IA aux agences militaires et de renseignement ont des caractéristiques très différentes des contractants traditionnels. Palantir a pris 15% en une semaine après les frappes. Pas sur de la spéculation, sur des contrats réels avec le Pentagone pour le ciblage et la logistique militaire. Leurs contrats sont discrets, moins médiatisés. Mais ce qui distingue vraiment ce secteur, c'est que la demande ne s'arrête pas avec la guerre. Les budgets d'IA militaire et de cybersécurité augmentent pendant un conflit et ne redescendent pas après. C'est là où se situe la vraie différence entre un trade tactique sur un événement et un positionnement structurel sur une tendance décennale. La guerre accélère une adoption qui était déjà en cours. Elle ne crée pas le secteur,
elle le légitime aux yeux des gouvernements et des budgets. Ce qu'il ne faut pas toucher. Savoir quoi éviter est aussi important que savoir quoi acheter. En temps de guerre, les pièges sont nombreux parce que la logique de surface semble correcte. Les compagnies aériennes et le tourisme. Quand un conflit éclate au Moyen-Orient, les coûts de carburant explosent et les revenus s'effondrent en même temps. Ces secteurs ne rebondissent que quand la résolution est visible et crédible. Et dans un conflit actif, on n'en est jamais là. Et la défense elle-même, au mauvais moment. Quand des rumeurs de négociation ou de cessez-le-feu commencent à circuler, les titres de défense corrigent violemment, pendant que le reste du marché rebondit en relief rallye. La prime de guerre se déflate aussi vite qu'elle s'est construite. C'est peut-être le piège le plus contre-intuitif de tous. Si tu veux savoir comment je me positionne concrètement sur les marchés pendant ce temps de guerre, eh bien j'ai créé un canal Telegram gratuit sur lequel je partage toutes mes positions et toutes mes analyses. Et j'ai créé aussi un deuxième canal dans lequel je partage toutes les actualités géopolitiques filtrées, uniquement les plus pertinentes pour les marchés. Les deux liens sont dans la description. La guerre déplace l'argent, elle ne le détruit pas. Ceux qui lisent la rotation avant qu'elle arrive ne regardent pas les marchés plonger, ils regardent leur position monter. Abonne-toi à ma chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.